Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 8 juillet. La France nous a ravis hier soir avec sa victoire et sa qualification pour la finale. La Marseillaise, comme vous venez de le voir en quart de finale, n'a pas fini d'être entonnée par les milliers de supporters. C'est notre dernier magazine de l'Euro. Nous recevons aujourd'hui la présidente de Mission Bassin Minier, Katia Pourceau, le gérant de l'Hurricane Bar, Arnaud Desmarais, et Claude Gillot, le président des Géants Lensois. Mais tout de suite, un retour musical en images sur l'avant-dernière victoire des Bleus dimanche dernier contre l'Islande. Allez, on se lance!
Une superbe ambiance comme nous avons pu le voir hier sur la fan zone de Lens avec la victoire des Bleus. Bonjour Clélia, Bonjour. Tu es là pour nous faire ton point actu. Tout à fait. À toi. Alors tout d'abord, on va évidemment parler de la victoire de la France avec un doublé de Griezmann, le premier but marqué sur penalty. Alors pour cette demi-finale, vous étiez plus de 10 000 spectateurs à être entrés dans la fan zone. On espère que ce record va être battu pour la finale où la France affrontera le Portugal. On va direction Vendin-le-Vieil, on retourne sur une prise de tâche qui s'est effectuée mardi dernier à la prison. On en sait davantage, les 2 détenus qui avaient pris en otage un surveillant sous arme bricolée, en fait l'avaient pris en otage pour réclamer leur transfert vers une autre prison. Après 3 heures de négociation avec le RAID, les détenus se rendent. Pas de blessés, le surveillant n'est pas blessé, mais choqué profondément, il a été pris en charge par des psychologues. Une deuxième prise d'otage en quelques mois à la prison de Vendin. De Vendin-le-Vieil, oui, tout à fait. Alors, si je vous dis sac à dos, là, il ne faut pas penser au sac à dos de Dora l'exploratrice, mais plutôt au sac à dos du conseil départemental. L'idée, c'est de soutenir un projet de vacances en autonomie en bénéficiant d'une aide financière et aussi méthodologique. L'objectif est non seulement d'apporter une aide financière directe, mais aussi de promouvoir les structures d'aide aux jeunes, les dispositifs d'aide aux jeunes. Le conseil départemental, initiateur de cette opération, fournit à chaque candidat retenu un sac à dos de voyage contenant à l'intérieur une bourse sous forme de chèque vacances à hauteur de 150 €, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et ce qui leur permet de passer de bonnes vacances et de découvrir des choses. Tout à fait. Et chaque structure locale partenaire de cette opération vous guidera, vous informera et sélectionnera ensuite les candidats au départ. Rappelons qu'en 2015, le département a décidé de faire bénéficier 550 jeunes de l'opération Sac à dos. Les départs sont possibles toute l'année, c'est-à-dire donc pendant les périodes de vacances scolaires, mais aussi en dehors. Tout de suite, les images. Mais il y a aussi tout l'accompagnement qui va autour de ce dispositif sac à dos. C'est de vous permettre de partir... On était là ce matin sur une remise des packs sac à dos. Pack sac à dos, c'est une des déclinaisons, une des mesures coup de pouce de la politique jeunesse qui a été initiée en 2012. En fait, sac à dos existe même depuis 2009. En 2009, ça a été expérimenté sur quelques endroits du territoire du département. On s'est très vite aperçu que ça marchait bien, que les jeunes répondaient véritablement, ou que ça répondait à l'attente des jeunes. Et on a très vite élargi la mesure sac à dos à l'ensemble du département. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sont à peu près plus de 2700 jeunes qui sont déjà partis depuis 2009-2010. Alors ce sont des jeunes qui, à un moment, ont envie de partir en vacances. Et le département a souhaité leur donner un petit coup de pouce, les aider dans leur projet, en leur donnant un petit coup de pouce financier à hauteur de 150 €, en leur apportant, vous avez vu le sac de voyage, tout l'accompagnement qui va avec, les questions d'assurance, de responsabilité, voilà, et en les aidant à travers nos partenaires jeunesse, en les aidant à monter leur projet de départ en vacances. Voilà, c'est ça, c'est le pack sac à dos. Il n'y a pas de condition de ressources, c'est ouvert à tous les jeunes du département. Il suffit que le jeune qui a une envie de départ en vacances, un projet de départ en vacances, contacte soit les services du département ou contacte soit sur les territoires nos partenaires jeunesse que sont les missions locales, les associations d'éducation et de jeunesse populaire, les centres de jeunesse, voilà, nos partenaires qui sont là aussi pour relayer la politique départementale jeunesse du département sur les territoires. Voilà, c'est très simple, c'est un dispositif qui est très réactif et qui en quelques semaines, même pas en 1 ou 2 semaines, peut être finalisé. Au-delà de l'aspect financier, du petit coup de pouce financier qui est donné, qui permet souvent de boucler le projet, c'est aussi permettre aux jeunes d'acquérir une méthodologie de projet. Donc il faut qu'ils fassent la démarche, il faut qu'ils montent son projet. Voilà, il faut un minimum de prise d'initiative du jeune auprès des partenaires, auprès des services du département. C'est ça aussi l'intérêt de ce dispositif. Toutes ces aides, toutes ces mesures coup de pouce destinées aux jeunes du département, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux, le site internet www.jeunesdu62.fr ou alors sur le compte Facebook jeunesse, c'est-à-dire jeunesdu62.fr. Voilà. Merci bien. Merci. Bonnes vacances. Opération bien menée par le département, Clélia.
Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, j'ai ajouté le site. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.jeunes62.fr. Tout de suite, l'info de nos communes? Oui, on passe au brève rétro. Alors, 2000 sourires à Lens, un collège en fête à Méricourt, à Arles, un one-woman show particulier au Prévert qui s'appelle Ouagadougou Pressé, les Médériales à Méricourt, et enfin les enfants de Grenay qui sont sortis vainqueurs de l'opération Vue du ciel. C'est à la salle Jean Nohain que la communauté d'agglomération de Nancy-Vin recevait plusieurs jeunes des communes environnantes pour leur remettre des places de football pour l'Euro 2016. L'opération à l'initiative de la fondation UEFA pour l'enfance a permis à 20 000 jeunes de participer au match de l'Euro 2016. Le 8 juin dernier, les élèves du collège Wallon de Méricourt se sont à nouveau réunis pour organiser un spectacle autour de leur club UNSS. Au total, plus de 70 collégiens ont pu nous faire part des démonstrations de chant, de magie et de danse. Le Centre culturel Jacques Prévert de Arles recevait récemment le spectacle Ouagadougou Pressé, un one-woman show comique pendant lequel la comédienne raconte, mime et danse sa réalité. De et avec Roukiata Ouedraogo, mise en scène par Stéphane Eliard, le spectacle est l'histoire d'une jeune burkinabé vivant à Paris. Roukiata prépare ses multiples valises et retrouve un vieux pantalon chargé de souvenirs qui la ramènent des années en arrière. Défile alors une série de personnages aussi comiques les uns que les autres qui animent ce voyage dans l'espace et le temps entre Paris et Ouagadougou. Mais ça se passe toujours de la même façon. Dès que tu sors du métro, il y a des rabatteurs qui t'escortent comme ça jusqu'au salon de coiffure. On dirait des gardes du corps. Les médaillales se sont une fois de plus déroulées dans la fête et la bonne humeur. Le thème de cette année, Choisis ta chaise et prends ta place, est un clin d'œil aimable à la société actuelle. Plusieurs spectacles se sont succédés tout au long de l'après-midi. Vous êtes là pour l'entretien d'embauche? C'est bien ça. C'est bien ça. Et moi... Une belle On fait pas de doublette sans casser les œufs. On regarde pas le soleil sans se cramer les yeux. On se dit pas je t'aime sans être amoureux. On chante pas la bohème sans être fier. Et moi, dis-moi pourquoi. C'est moi. Je lâche l'air, ça me retombe sur les coups. Je foule ma tête, ça chute sur mon pied. Je dis je t'aime, ça complètement dégoût. Je chante ma tristesse, alors que je suis gay. Et toi, dis-toi pourquoi. Dans le cadre du projet La citoyenneté vue du ciel auquel participait la commune de Grenay, les enfants gagnants du premier prix ont été récompensés par un chaleureux goûter. Avec Monsieur le maire, on a voulu récompenser les enfants qui ont été partie prenante de ce projet depuis le début. Et pour marquer cette fin d'année avec leur victoire, puisqu'ils terminent premiers de ce concours de la citoyenneté vue du ciel, on a souhaité organiser ce petit temps de rencontre entre les deux écoles qui ont participé au projet et puis de faire ça de façon autour d'un goûter pour les remercier et les féliciter. L'école municipale de danse de Méricourt propose une nouvelle fois son gala annuel. Nathalie Cornille, chorégraphe et danseuse, nous a préparé un show assez spécial avec ses jeunes danseurs.
On essaye de construire un gala de danse un petit peu différent, plus proche de ce qu'on peut faire en fait en création de spectacles vivants, et d'avoir un thème, une esthétique qui sera cette fois-ci proche de mon univers chorégraphique et scénographique, puisque là c'est à moi qu'on a demandé cette année de participer à ce projet. Clélia, à tout à l'heure, on se retrouve pour l'agenda et le point météo. Tout de suite, votre télé-shopping supporter avec Kelly et Cindy. Ouais. On n'a pas une chronique à faire, hein? Vas-y. Salut à tous. Aujourd'hui, sors ton short, sors tes tongs et sors ta chemise à fleurs parce qu'aujourd'hui, on te propose le collier hawaïen Made in France. Avec ce collier, c'est ni 1, ni 2, ni 3-0, mais 6 styles différents. On te montre en image. Un collier simple pour un rendu décontracté. Un ras de cou pour le carré VIP ou pour cacher ta Minerve. Un élastique pour mettre de la couleur dans tes cheveux. Un bracelet pour ton côté girly. En ceinture pour maintenir ton short. Et un bracelet de cheville quand tu tapes un beach dans la fan zone. C'est tout pour l'accessoire du jour. Maintenant, tu sais comment apporter du soleil dans la fan zone. On se retrouve quand on se retrouvera. Ciao, bye bye. Elles sont vraiment créatives et nous ont ravis tout au long de cet Euro avec leur objet de supportrice. Nous accueillons tout de suite notre première invitée. Elle est une élue connue du département et de la région et défend bêtes et ongles le territoire. Aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, elle est la présidente de Mission Bassin Minier. Katia Pourceau, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu ce que c'est que la Mission Bassin Minier? Oui, alors la Mission Bassin Minier est née en 2002. Elle est la volonté de plusieurs acteurs du territoire. La mission bassin minier a été créée pour accompagner la mutation de ce bassin minier et l'après-mine. Elle est un outil au service des populations et des élus, un outil d'ingénierie, un outil qui réfléchit à l'économie, à la transformation du bassin minier et à son devenir pour accompagner donc cette mutation. Donc ça fait déjà 4 ans, on a fêté l'anniversaire le mois dernier. Nous venons de fêter les 4 ans. Qu'est-ce que ça représente pour les gens de nos communes, une telle reconnaissance? Quel est le bénéfice pour les gens du bassin minier? Alors je pense que ça représente avant tout une fierté que le bassin minier sorte un peu des ornières du passé, même si il faut construire avec le passé et en s'appuyant sur le passé. Mais je pense que pour les gens, c'est une redynamisation du bassin minier. C'est parler et être classé parmi les plus grands, puisque tout le monde n'a pas cette chance d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc une fierté, je pense, pour les gens du bassin minier. Oui, ça a participé aussi à cet Euro 2016 qui a mis en valeur un peu le territoire. Donc voilà, forcément, c'est lié. Voilà, c'est lié. Alors évidemment, l'UNESCO nous apporte aussi des fonds. Des fonds pour aller à la rénovation urbaine. Je pense aux grands sites que nous avons, comme par exemple à Ramberg, la mission bassin minier, le 99 bis, Wany, etc. Mais au-delà de ça, évidemment, la fierté retrouvée, cette inscription, je pense que c'est une bonne chose pour les gens. Le Louvre-Lens, qui participent dans le même état d'esprit à cette fierté. Et je pense que l'euro,
comme vous l'évoquiez, participe également à une fierté retrouvée de notre bassin minier, puisqu'on voit un engouement populaire qui est quand même extraordinaire. On les a d'ailleurs trouvés sur ce territoire. Ils méritent également d'être reconnus au patrimoine de l'UNESCO. Nos deux amis Sandra et Cyril de la compagnie de l'Artois vous font une nouvelle fois partager leur déboire. Et qui est pourtant un défenseur central. Ouais, faut le mettre là. Real Madrid. Dégueulasse, partout, carton jaune. Allez, arrête, hein. Oh, t'as vu, c'était pas mal ça. On sent encore des chips. Au bonbon, pourquoi? T'en veux? Ah non, j'en veux pas. Carton rouge. Ah mais... Oh mais... Pour Wiltord. Vers Wiltord, contrôle poitrine. Ah ouais, Change d'accord. avec Thierry Ouais. Henry. Ah d'accord, ouais. On a vu Sandra et Cyril, ils nous ont bien fait rire. Quels sont les projets de mission bassin minier pour les prochaines années, Madame Apourceau? Alors, la mission bassin minier pour les prochaines années, nous organiserons donc ce grand anniversaire l'année prochaine des 5 ans classés au patrimoine mondial. Nous sommes en train d'y réfléchir. Nous organisons aussi chaque année mission bassin minier en fête. Nous venons de finir d'ailleurs cette saison avec les rutilants qui se sont déroulés à Wany ce dimanche, qui ont été un grand succès. C'est plus quand même de 80 événements qui se sont déroulés sur le territoire, allant de Bruay, parce qu'il ne faut pas oublier que le bassin minier, ce n'est pas que le Lensois, c'est Bruay jusque le Valenciennois, la porte du Hainaut. C'est plus de, parce que je pense qu'il faut parler des habitants, c'est plus de 800 000 habitants, avec des événements festifs, des événements de mémoire, des événements qui ont participé donc à emmener des générations, que ce soit des enfants ou plus âgés, pour redécouvrir ce territoire. Donc on monte sur les terris, on fait des parcours avec les enfants, des chasses au trésor, pour aller à la redécouverte justement de ce territoire. En termes de retombées économiques et d'emploi, est-ce que vous avez déjà l'impact de cette reconnaissance ? Alors, je pense qu'il va falloir du temps et qu'il faut du temps. Bien sûr que tout cela, vous le disiez vous-même tout à l'heure, l'euro, la mission bassin minier, le Louvre-Lens ne sont que des plus pour notre territoire, forcément. L'économie vient au fur et à mesure. Moi, je vois par exemple avec la mission bassin minier, nous avons reçu le congrès mondial des architectes. Nous avons accueilli ici, sur ce territoire, plus de 300 architectes venant de l'ensemble du monde entier, des gens qui, pour la première fois, découvraient le Nord-Pas-de-Calais, cette région, enfin des Hauts-de-France maintenant, mais le Nord-Pas-de-Calais et le bassin minier. Ils n'en revenaient pas de cette richesse que nous avons dans le bassin minier. Et donc, ils sont repartis chez eux avec cette volonté de faire en sorte de promouvoir le bassin minier, et forcément qu'il y aura, je l'espère, des retombées pour notre département et pour notre belle région du Nord-Pas-de-Calais. On l'a vu également avec les supporters étrangers qui sont venus et qui étaient ravis de leur passage sur Lens. Oui, alors on le dit souvent, le Pas-de-Calais, le bassin minier, terre d'accueil, terre de solidarité, parce que forcément, accueillir pour nous, et on a l'habitude d'accueillir quand même des populations qui viennent un peu de partout, puisque nous avons une population où l'immigration polonaise, portugaise, italienne, marocaine, algérienne, nous permet de vivre ensemble, et c'est une très bonne chose. Et donc forcément, quand nous accueillons des populations étrangères, elles sont ravies parce qu'elles ressentent aussi cet attachement que nous avons avec d'autres, évidemment, à être avec d'autres, excusez-moi, et à faire en sorte qu'il y ait un moment festif, un moment de discussion, mais aussi de grands moments de fraternité et de solidarité.
Katia Bourseau, merci. De rien, Au je vous revoir, remercie on de était m'avoir ravis invité. de vous accueillir pour parler du territoire. Merci. Territoire qu'on aime beaucoup ici à Télégoël. Oui. C'est un lieu qui est devenu aussi célèbre sur le bassin minier. L'anneau de mémoire est ici présenté par le directeur du musée de Lorette. Un reportage de David Loriot. Le nom de Notre-Dame de Lorette. Le nom de Notre-Dame de Lorette date bien avant la Première Guerre mondiale. C'est à la fin du XVIIIe siècle où vous avez un peintre qui est originaire du village d'Abelin-Saint-Nazaire, qui lui a un problème, est paralysé au niveau d'une jambe, et ce peintre décide d'aller faire un pèlerinage en Italie à Notre-Dame de Loreto. Il revient guéri de ce pèlerinage, miracle ou pas, bon voilà, chacun appréciera. Et en remerciement à Notre-Dame de Loreto, ses parents ayant des terres sur la colline, ils décident de faire un petit oratoire en remerciement à Notre-Dame de Loreto. Donc le lieu est déjà connu avant-guerre. Et en 14, à la déclaration de guerre, à partir de septembre 14, vous allez avoir des combats ici qui vont être violents et qui vont durer 14 mois, parce que les Allemands occupent la colline, occupent aussi la colline de Vimy, qui est très proche d'ici, et en occupant ces deux collines, maîtrisent et occupent et exploitent le bassin minier. Et donc ce bassin minier qui fournit à l'époque pratiquement un tiers du charbon national, eh bien, il faut le reprendre pour pouvoir récupérer le charbon étant l'énergie principale de l'époque. Et donc vous allez avoir sur le site les combats les plus féroces d'Artois, avec du corps à corps journalier et des pertes qui vont être conséquentes, puisque pour les combats d'Artois, vous allez avoir 100 000 Français qui vont mourir, qui vont être portés disparus, et 88 000 Allemands. Alors, juste après-guerre, l'État français décide d'implanter des grandes nécropoles sur les lieux de bataille. Donc vous avez l'inauguration de la nécropole Notre-Dame de Lorette, de son ossuaire, de sa basilique après-guerre. Et donc, pour la nécropole Notre-Dame de Lorette, qui est la plus grande nécropole nationale française. Vous avez 42 000 corps ici sur le site. Et en parallèle, dans le cadre du centenaire, a été inauguré en novembre 2014 l'anneau de la mémoire. Celui-ci se situe à l'entrée de la nécropole, avec une architecture tout à fait différente, puisque la nécropole est dans les tons blancs, tout est blanc, l'anneau de la mémoire est très sombre, voilà, et dedans, dans cet anneau de la mémoire, là vous y avez gravé plus de 580 000 noms de soldats, tous pays confondus, amis et ennemis. Ce qui est fort pour l'anneau de la mémoire, c'est que vous avez dans un même lieu un anneau de la mémoire et du souvenir pour l'ensemble des pays, des soldats qui sont morts et qui se sont battus ici en Flandre et en Artois, tous pays confondus. Avant cet anneau de la mémoire, ça n'existait pas. Avant, les pays font souvent un mémorial pour leurs propres soldats, mais jamais pour les autres soldats. Nous sommes ici dans une terre en Artois et aussi en Flandre où vous avez pléthore de cimetières anglais, hein, puisqu'ils ont été implantés là où il y avait les gros lieux de bataille. Et puis vous avez aussi bien sûr la nécropole de Lorette, la nécropole allemande de la Targette, le mémorial de Vimy. Et tout ça, ce sont des lieux hautement symboliques qui participent au devoir de mémoire. Le devoir de mémoire passe par beaucoup de choses, passe bien sûr par les nécropoles, bien sûr par les ossuaires, bien sûr par l'anneau de la mémoire, bien sûr par le musée, mais aussi par tout ce qu'il peut y avoir en dehors, comme par exemple les films qui peuvent être tournés. Actuellement, est en train de se préparer le tournage d'un film Au revoir là-haut, qui est tiré du livre du prix Goncourt 2013, voilà, où on verra les soldats, les gueules cassées, etc. Vous avez tout ce versant-là, vous avez aussi tout ce qui peut se faire au niveau des missions centenaires qui peut être fait par les écoles, qui participent à ce travail de mémoire, où là nous sommes contactés pour qu'ils puissent par exemple faire des pièces de théâtre ou tourner avec des tenues et du matériel d'époque, parce que là aussi, vous savez, quand les élèves revêtent une tenue qui a réellement fait la guerre 14-18, on sent tout le respect et la profondeur de la chose, et c'est pour nous l'occasion de sortir des pièces des réserves, parce que nous avons l'intime conviction ici au niveau du musée que les soldats, les poilus, s'ils étaient encore là, vivants, accepteraient volontiers qu'on puisse mettre en scène ce qui a pu leur appartenir.
Un bel endroit à visiter avec vos enfants cet été. Monsieur Arnaud Desmarais, bonjour. Bonjour. Monsieur Claude Gillot, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui parce que vous êtes les créateurs d'un nouvel événement sur Lens. Alors créateur, je dirais que non, puisque en fait, sur le coup, on n'a rien inventé. C'est toute une histoire, c'est le patrimoine culturel du bassin minier. C'est toute une histoire avec les géants qui a été créée en 1956 et un carnaval qui a existé pendant de nombreuses années. Et en fait, je dirais que là, sur le coup, c'est l'histoire d'une bande de copains qui ont envie de faire renaître tout ce carnaval, quelque chose qui ne s'est pas fait depuis 50 ans. Et en fait, avec Claude, nous sommes en train de recréer les géants. Voilà. Donc ces géants-là, bon, pour les plus anciens, sont très très connus. C'était Taradérus, Rosalie Tatache, Gus Tréfil. Pour les plus jeunes, déjà même en ce qui me concerne moi, je ne les ai pas connus puisque je suis né en 1972. Et pour les plus jeunes, en fait, on va les faire connaître. Voilà. Donc on est en train de faire renaître une vieille tradition, quelque chose qui ne s'est pas fait depuis 50 ans. Donc les anciens géants n'existaient plus du tout? Ils avaient disparu, ils avaient été détruits, comment ça s'est passé? Alors en fait, bon, l'histoire est très très longue puisque en fait, le défilé a commencé en 1956. Ces géants-là avaient été créés à l'époque par les commerçants du centre-ville, le Racing Club de Lens. Et puis donc à cette époque-là, pendant, je vais pas dire de bêtises puisque c'était à peu près pendant une douzaine d'années, donc ils ont paradé dans Lens. Et puis un jour, la municipalité, les commerçants, des petites histoires, des petites guéguerres de quartier, ces géants-là sont stockés dans un local. Et donc terminé, donc on ne les voit plus. Et puis c'était en 1970, incendie, et en fait les géants disparaissent. Donc il n'y a plus de géants à Lens. Il n'y a plus de géants à Lens. Voilà. Donc ça a été la fin du carnaval, ça a été la fin des géants de Lens, du bassin minier. Ça a été la fin, donc à l'époque la municipalité avait dû revoir ces fêtes. Donc là, vous avez décidé de refaire ces géants. Oui. Comment ça s'est passé? À qui vous vous êtes adressé pour faire des géants? Parce que c'est quand même des structures importantes et il faut amener des gens qui s'y connaissent. Hein. Voilà, donc en fait, moi, en ce qui me concerne, ça n'a pas été très très difficile puisque en fait, moi je suis arrivé au Bollard à Lens, l'estaminet du Bollard, le café des supporters du Racing Club de Lens, en 2005. Et puis ma femme qui est passionnée des Flandres, du carnaval, de toutes ces fêtes, avait voulu faire du Bollard un estaminet, comme dans les Flandres. Et à l'époque, elle s'était rapprochée de Claude et Lisiane. Claude et Lisiane qui s'occupaient du géant du Racing Club de Lens, Chemeneux. Donc elle avait fait des recherches. Moi, en ce qui me concerne, les géants, je n'y connaissais rien du tout. Le carnaval, je n'y connaissais rien du tout. Et puis donc un jour, avec ses recherches, elle invite Lisiane et Claude au Bollard pour discuter du géant, pour essayer de rattacher tout l'ensemble, quoi, les supporters, le Bollard, les géants, remettre en place cette tradition. Moi, je ne suis pas plus convaincu que ça, puisque les gens, sur le coup, j'y connaissais rien, puis je les écoute parler. Et là, en fait, je regarde Claude, je regarde Lisiane, mais je dis, mais en fait, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. Donc on se retrouve rapidement à table, on discute, et en fait notre amitié a commencé en 2005, donc on est en 2016, vous faites le compte, et puis donc les mois passant, les années passant, donc moi j'accompagnais, enfin Jess aussi, avec les enfants, on accompagnait Lisiane et Claude, et puis voilà, on a pris goût à participer aux géants. De là, on s'était dit à l'époque, sur cette période, que ça serait bien de recréer ce carnaval, quelque chose qui existait par le passé. Et donc on avait déjà l'envie de recréer cet événement. Seulement, à l'époque, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les réseaux, on n'avait pas les moyens, enfin, on n'avait rien. Donc notre projet était un petit peu tombé à l'eau. Et puis là, sur le coup, je vais laisser Claude en parler un petit peu, puisque là, ça a été vraiment sa partie. Claude a paradé avec le géant du Racing Club de Lens, mais partout en France, même à l'étranger. C'est quelque chose, on ne devient pas géant comme ça. Quand vous êtes géant, vous représentez une ville, vous représentez votre cœur aussi. Voilà. Et Claude, pour en parler mieux que moi, puisque c'est lui qui s'en est occupé pendant de nombreuses années. Oui, en fait, notre histoire elle a démarré en 2002 avec la naissance du géant Chemeneux, qui est issu donc d'un club de supporters qu'on appelait le 12 Lensois. Et quand ce géant a été créé, personne pour s'en occuper.
Moi-même, j'étais en réunion ce jour-là et puis j'ai décidé de prendre ce géant en main et de me lancer dans l'aventure. Et puis très vite, on s'est lié d'amitié avec certaines associations de la région. Et notamment, chose étonnante, entre Lensois et Lillois, on s'est lié d'une très forte amitié avec des Lillois qui avaient une très grosse association et qui marche toujours et qui gère des géants tels que Ronnie Cooter, Raoul de Godvarzel et puis bien d'autres, le petit Quinquin et tout ça. Et c'est eux qui nous ont donné des conseils, qui nous ont un peu dirigés dans l'ascension des géants, quoi. Donc là vous en êtes où? Vous avez créé plusieurs géants déjà? Alors là, actuellement, on est... Vous avez Schmeneux déjà? On a Schmeneux, déjà fait. Et il y a deux géants qui sont en cours de réfection. C'est Rosalie Tata et Tara des Russes, qui sont en cours de réalisation par une personne qu'on appelle un facteur de géants, Dorian Denis de Marc, qui habite à Ronchat, et qui est en cours de fabrication de ces deux géants mythiques de Lens. Donc ils sont sur le modèle des anciens géants. Ils sont sur le modèle des anciens, oui, parce que... Qui avaient été incendiés. Oui, voilà, on avait lancé un appel qui a très peu abouti à l'époque pour obtenir des documents, pour pouvoir restaurer ces deux géants. Et il a fallu galérer de droite et de gauche pour essayer de trouver des documents, mais qu'on a réussi quand même à trouver pour recréer ces deux géants et les refaire à l'identique. Et donc là, ils vont être prêts pour le 11 septembre? Donc là, ils vont être prêts pour le 11 septembre et c'est eux qui vont ouvrir les festivités du 11 septembre par leur baptême, le 11 septembre donc à 11h au matin, qui vont être baptisés donc, par monsieur Sylvain Robert, maire de Lens. Au stade Bollaert, devant la mairie, ça va se passer? Ça va être baptisé devant la mairie. Oui. Donc le matin, il y aura un ensemble de géants, une quarantaine de géants venant de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, de la Somme, de la Belgique, qui vont être là le matin, donc pour parader à la fête, faire la grosse fête comme un baptême. Pour célébrer les nouveau-nés, en fait. Voilà. Et l'après-midi, on va réunir à peu près un ensemble de 110 géants qui vont parader donc, dans toute la ville de Lens. Toute la ville de Lens, ce jour-là, le 11 septembre, appartient aux géants. Et on mobilise complètement le centre-ville. Donc on donne rendez-vous à tous les Lensois et à tous les gens des communes environnantes. Ah oui, là on attend un maximum de personnes, puisqu'on a quand même, la communication s'est quand même fait sur l'ensemble des communes environnantes. Et la communication continue justement pour toucher le maximum de personnes. Les Lensois, primordial, qu'on invite quand même à se rassembler dans le centre de Lens. Et y compris aussi ceux qui ne connaissent pas Lens, on les invite donc à découvrir notre patrimoine, puisque c'est aussi un patrimoine minier et un patrimoine ancestral qu'on va faire revivre. Alors Arnaud, vous êtes propriétaire aussi de l'Hurricane Bar à Bénifontaine. Oui. Vous accueillez également beaucoup de touristes, comme on en a reçu pendant l'Euro. Comment ça s'est passé pendant l'Euro chez vous? Alors en ce qui nous concerne, l'Hurricane Bar est un petit peu retiré par rapport au centre-ville, par rapport à la fan zone, par rapport au stade Bollaert. Mais par contre, on a eu de la chance puisqu'on a réussi à recevoir des supporters suisses. On a eu un bus de supporters suisses qui était là pendant plusieurs jours. On a eu les Anglais, les Gallois. Globalement, en fait, on a bricolé un petit peu avec l'euro. Mais je dirais que l'activité s'est essentiellement passée ici sur le centre-ville. Vous qui êtes au cœur de l'événement du meeting aérien, est-ce que c'était différent? Est-ce que vous avez retrouvé une ambiance aussi L'ambiance est complètement différente. Vous savez bien que les avions, le football, c'est pas trop la même chose. C'est différent, oui. Voilà. Le meeting aérien, c'est des dizaines de milliers de visiteurs. Le football, c'est pareil, sauf que en fait, sur le coup, les avions, là, je les ai en face de chez moi, le ballon, il était plus à Bollaert. Voilà. Mais non, simplement pour dire qu'en fait, l'euro, c'est un plus, et c'est surtout bien pour Lens, pour le bassin minier. Ça fait connaître cette ville, le bassin minier. C'est important pour c'est l'Europe qui se retrouve à Lens. Donc pour nous, c'est très très bien. Et puis avec des gens comme vous, les géants, etc., on donne une autre image un peu de ce bassin minier qui était un peu... On a reçu beaucoup de journalistes aussi
donc européens. À l'Hurricane, on a eu la RTBF qui a été là pendant plusieurs jours, où on faisait les plateaux en direct pour communiquer sur Lens, le Racing Club de Lens, le bassin minier, ce qui se passe à Bollaert, le Louvre. Donc tout ça, c'est un plus pour nous. Et c'est bien parce que on bénéficie, on profite de l'euro justement pour valoriser notre territoire. Alors juste derrière votre bar, il y a le parc des Cities, oui. Un parc très connu qui accueille chaque année des milliers de personnes. Oui. Alors ce parc des Cities, Franck et son équipe le font tourner et on vous y donne rendez-vous tout l'été. Regardez quelques images.